Bonsoir, je m'appelle Brigitte Bouchard du cabinet conseil PRA. Je suis désolée de ne pas être des vôtres ce soir. Je suis reconnaissante de travailler et que mon quotidien se déroule largement sur le territoire du traité numéro 1, terre traditionnelle des peuples Anishinaabe, Cris, Oji-Cris, Dakota et Dene et sur la patrie des métis de la Rivière-Rouge. Chez PRA, nous sommes des experts et expertes conseils en évaluation et recherche, et nous reconnaissons que la recherche a été complice du colonialisme. Nous nous engageons à continuer à apprendre comment mieux collaborer avec les peuples autochtones pour mener des activités de recherche qui respectent leur communauté, incorporent leur culture et leurs connaissances. Alors que j'ai le plaisir de présenter les résultats de l'évaluation, je tiens à souligner la précieuse collaboration de ma collègue Jeannette Yamiogo dans le cadre de ce mandat d'évaluation, de la mise en œuvre des propositions qui avaient été adoptées suite au rapport du comité de refonte de la SFM en 2017. Alors, plus précisément, les 3 objectifs de l'évaluation étaient d'évaluer la mise en œuvre de 16 propositions adoptées à l'Assemblée générale extraordinaire de la SFM en 2017, y compris d'évaluer la structure de gouvernance et d'émettre des recommandations à cet égard, ainsi que d'établir un mécanisme pour évaluer le rendement du conseil d'administration. En plus d'une revue de documents et de données, des entrevues et groupes témoins furent réalisés. En tout, 54 intervenants et intervenantes clés ont participé à l'évaluation. Maintenant, passons à la mise en œuvre des propositions. Il est clair que la grande majorité des propositions a été mise en œuvre, et ce, largement comme prévu, et à la satisfaction des personnes consultées. Certaines des propositions ont pu être mises en œuvre très rapidement. Par exemple, la proposition 1, l'utilisation du nouveau nom de la Société de la francophonie manitobaine. Cela a été mis en œuvre en quelques jours après l'AGA. Il y eut quelques délais lors de la mise en œuvre de certaines autres propositions adoptées, quoiqu'elles étaient relativement mineures, et quelques activités n'avaient pas de date butoir, mais ont exigé quelques mois de plus que les estimations initiales. Par exemple, le travail de révision de la vision, la mission, les valeurs, les rôles et les responsabilités de la SFM reliés à la proposition 1 n'a commencé que lorsque le nouveau CA a été formé. Ensuite, le CA a décidé de faire appel à une expertise externe pour effectuer une planification stratégique pluriannuelle. Étant donné que cette activité était reliée aux propositions 11 concernant la nouvelle image de marque et 13 concernant la présence en milieu rural, celles-ci n'ont pu être entamées qu'une fois la planification stratégique terminée. De plus, le premier forum de la francophonie manitobaine, ou proposition 6, a eu lieu comme prévu en 2017. Cependant, cette première rencontre avait pour but d'élire les représentants sectoriels du nouveau conseil d'administration. C'est donc à partir de 2018, en fait, que le Forum a effectivement commencé à remplir son mandat de reddition de comptes sur la réalisation du plan stratégique de la francophonie, connu aussi sous le nom de plan communautaire. Enfin, le cheminement vers l'indépendance de Presse Ouest, ou proposition 16, a pris quelques années, ce qui n'était pas surprenant. Il exigea plusieurs étapes qui étaient nécessaires, soit la mise sur pied d'un comité pour examiner sa structure de gouvernance et présenter un rapport au conseil d'administration et aux membres. Il comprenait aussi le lancement d'un appel d'intérêt pour trouver un acheteur et, ultimement, la vente des actions de Presse Ouest à une entreprise sociale. Une autre activité, elle, a connu des délais et ajustements majeurs. En effet, les conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 ont eu un effet plus significatif sur la proposition de rassemblement de la francophonie manitobaine, ou proposition 12. La SFM était en discussion avec des partenaires au sujet de la programmation dans le cadre du 150e anniversaire du Manitoba. Franco 150 était prévu pour 2020. Mais ce premier rassemblement de la francophonie a dû être reporté à 2021. Et puis, à cause de restrictions sanitaires, les activités ont été menées de manière virtuelle. Et puis, au moment de l'évaluation, une seule activité n'avait pas encore été achevée, soit l'incorporation et l'indépendance de l'accueil francophone, ou proposition 14. Le processus d'incorporation a dû franchir plusieurs étapes, longue mais nécessaire, dont premièrement la clarification des relations avec les bailleurs de fonds, l'obtention d'un numéro d'organisme de bienfaisance
Et puis, il y avait des circonstances particulières. Le fait que le processus d'incorporation a coïncidé avec une demande accrue pour les services de l'accueil francophone, notamment une vague de réfugiés de Syrie. Cela a mis beaucoup de pression sur l'équipe. L'aboutissement de l'indépendance de l'accueil francophone est prévu pour 2023, avec son premier conseil d'administration en place. J'aimerais souligner que les participants à l'évaluation étaient généralement satisfaits des processus qui ont mené à l'indépendance de 3 organismes qui étaient des subsidiaires de la Société de la francophonie manitobaine. L'accueil francophone, oui, Presse Ouest également, et Infojustice. Les participants ont noté qu'ils pourront mieux remplir leur rôle dans la communauté et que ces organismes pourraient bénéficier d'une plus grande capacité à accéder à d'autres sources de financement. Maintenant, j'aimerais passer à certaines préoccupations et des suggestions pour l'avenir qui ont émergé des consultations et qui méritent d'être mentionnées. Premièrement, nous avons noté qu'une certaine confusion perdure au sein de la communauté entre le plan stratégique de la SFM et le rôle de la SFM dans le plan communautaire de la francophonie manitobaine. Bien que cette confusion se soit quelque peu estompée au fil des années, notamment grâce à l'évolution du Forum de la francophonie et la reddition de comptes qui a eu lieu, cela demeure une source d'inquiétude pour certains des intervenants et intervenantes clés. Deuxièmement, et d'un côté plus positif, tous les intervenants et intervenantes ont souligné l'importance de poursuivre les efforts de visibilité accrue dans la même veine que ce qui a été mis en œuvre découlant de la proposition 11, et plusieurs suggèrent de cibler plus particulièrement les jeunes, les écoles et les parents dans le futur. Enfin, nous avons aussi noté que les perspectives divergent quant au grand rassemblement, ou la proposition 12. Des personnes consultées sont d'avis qu'il importe de rassembler toute la francophonie manitobaine et ce de façon cyclique, tel que recommandé dans le rapport du comité de refonte. Mais d'autres sont d'avis que ce qui est utile, c'est de rassembler la direction, le personnel et les principaux bénévoles d'organismes œuvrant pour la francophonie manitobaine. Passons maintenant à la gouvernance. Ayant examiné le fonctionnement de la structure instaurée suite à la refonte de la SFM, on constate des avantages, mais aussi plusieurs défis qui découlent de la taille du conseil d'administration et aussi de l'inclusion de plusieurs représentants de secteurs et clientèles. De plus, il y a un défi perpétuel en ce qui a trait au faible niveau d'intérêt, de disponibilité et d'engagement de membres du conseil d'administration et des comités ou de membres potentiels à recruter. Tout ceci nuit au bon fonctionnement et aussi à la relève. Plus spécifiquement, environ la moitié ou un peu plus de la moitié du conseil d'administration participe aux rencontres régulières. Le conseil d'administration ne peut pas discuter efficacement de tous les dossiers dû à sa taille et au manque de temps. Et puis, au cours des dernières années, le comité exécutif, le conseil d'administration et certains comités ont connu des difficultés de recrutement. Il y a eu des moments où il était impossible de suivre le règlement administratif à la lettre compte tenu de postes non comblés. Alors, pour ce qui est des recommandations, la réduction de la taille du conseil d'administration et éviter de le supplanter par un comité exécutif qui semble écopé d'un lourd fardeau à ce jour. Cela pourrait en fait favoriser un meilleur engagement. De plus, la SFM pourrait interagir différemment avec les secteurs et clientèles, toujours en les consultant de façon systématique et régulière, sans qu'ils ne soient tous représentés au sein du conseil d'administration. Deuxièmement, en ce qui a trait à l'évaluation de la satisfaction et du rendement du conseil d'administration et des comités, nous avons examiné ce qui avait été fait depuis 2018. Une approche et un nouveau questionnaire ont été présentés au conseil d'administration. Sans entrer dans tous les détails du questionnaire, il devrait être obligatoire et confidentiel, administré de façon annuelle au minimum et en ligne pour être plus efficace. Il suffira ensuite de s'assurer que les résultats anonymisés, compilés, seront accessibles afin que la structure de gouvernance soit redevable, oui, mais aussi puisse veiller à l'amélioration continue au fil des années, peu importe le roulement ou le changement de composition dans la structure de gouvernance. Bref, il s'agit là de 2 domaines où il est recommandé d'agir et qui ont été communiqués dans le rapport ainsi qu'au conseil d'administration et au comité de gouvernance. En conclusion, et désirant toujours terminer sur une note positive, j'aimerais partager avec vous une citation issue des consultations et qui résume une certaine perspective sur la période post-refonte, donc depuis 2017. Avant, on pensait que la SFM s'occupait de la francophonie, alors que maintenant, on voit bien que la francophonie, c'est nous tous.
Je vous remercie pour votre attention et votre temps. Je tiens aussi à remercier la direction et le conseil d'administration, les comités et tous les participants dans le cadre de l'évaluation. Bonne assemblée!